Vous saviez que choc.ca ce n'est pas que du podcast ? C'est aussi 5 chaînes musicales 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Vous écoutez une émission de choc.ca. Est-ce que l'histoire est linéaire? Bon, je le sais, ça a l'air bizarre comme ça, comme question, mais je me la pose sincèrement depuis les premiers moments où j'ai commencé à conceptualiser ce podcast, il y a de ça un peu plus d'1 an déjà. Et puis, si vous me suivez depuis le premier épisode, vous avez sans doute remarqué qu'on revient à peu près tout le temps un peu plus en arrière, en tournant toujours à peu près autour d'une année charnière dans l'histoire de la musique, mais aussi dans celle du monde entier, c'est-à-dire 1917, l'année du premier enregistrement de jazz, ainsi que de nombreuses autres tragédies. Ce qui fait que par moments, l'histoire peut paraître décousue, prétendant d'une part que le jazz provient de la culture africaine et d'une autre part que le premier groupe qui l'a enregistré était des Américains blancs. Mais malgré tout, il n'y a pas là contradiction, étant donné que l'histoire c'est surtout un regard présent influencé par des événements passés. Des événements figés dans le temps qui peuvent être arrivés au même moment à des localisations différentes, ce qui fait de l'histoire une observation tétradimensionnelle. Et oui, pourquoi pas mêler un peu d'espace-temps là-dedans rendu là? Alors vous aurez compris que même si l'histoire de la musique jazz s'étire non seulement sur maintenant plus de 100 ans, mais aussi sur plusieurs courants, tous influencés par des événements faisant déjà partie du passé de leur époque, parallèlement à d'autres événements dans différentes localisations, eh bien, on est encore au tout début de son premier courant. Alors imaginez, on a déjà parlé de tant de choses que j'arriverai pas à en faire une liste, et pourtant, où on en est rendu dans l'histoire, Miles Davis n'est même pas encore né. Et puis, si vous savez pas c'est qui Miles Davis, déjà, je suis surpris que vous soyez à l'écoute, mais surtout, partez pas, ça deviendra éventuellement notre personnage principal. Mais en attendant, on doit encore retourner un peu en arrière parce que si on a accepté que The Original Dixieland Jazz Band, le groupe de Nick LaRocca, aurait peut-être enregistré le premier disque de jazz de l'histoire, on peut encore se demander si LaRocca en est l'inventeur. Mon nom est Xavier Tremblay et bienvenue à ce 8e épisode de Tout le monde en jazz, le podcast animé par un gars qui se pose beaucoup de questions. Et puis, si je dis inventeur, c'est pas un mot choisi au hasard. Parce que, comme on a déjà parlé des premiers inventeurs importants dans l'élaboration des techniques d'enregistrement, on sait que si Thomas Edison est crédité pour l'invention du phonographe et qu'il en détenait le brevet, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres commodités de la vie courante d'ailleurs, il n'est pas le premier ni le deuxième à avoir fait avancer ces technologies. Avant lui, il y avait Édouard Léon Scott de Martinville, l'inventeur du phonotographe, et Charles Cross, l'inventeur du paléophone. Des inventions semblables au phonographe, mais un peu plus anciennes. C'est un peu la même chose pour la musique jazz. Nick LaRocca et le Original Dixieland Jazz Band sont peut-être les premiers à avoir été crédités pour un enregistrement de jazz. Mais comme expliqué précédemment dans les débuts de la musique jazz, il y avait, sans mauvais jeu de mots, rien de complètement noir ou blanc, que des zones grises. On peut donc pas vraiment affirmer, comme je m'y interrogeais à la fin du précédent épisode, que The Original Dixieland Jazz Band ait tracé la ligne entre le ragtime et le jazz. Ils n'ont qu'en quelque sorte nommé le genre. Et puis, si pour certains, la musique se définit plus par sa technique ou sa théorie que par son histoire, on peut pas nier le fait qu'à la simple vue d'une partition, ça va être difficile de classifier une pièce musicale. Alors, est-ce que le jazz aurait pu être joué avant The Original Dixieland Jazz Band? Mais bien sûr que oui. On va donc retourner à la fin des années 1800, à la Nouvelle-Orléans pour faire changement, mais plus précisément dans un quartier populaire qu'on appelait à l'époque le District, mais que l'histoire appelle aujourd'hui Storyville. Parenthèse! On a tendance à croire que Storyville est nommé ainsi à cause de ses 1001 histoires rocambolesques dramatiques, mais son histoire est un peu plus compliquée que ça. En fait, la Nouvelle-Orléans du 19e siècle était aux prises avec une infestation quasi parasitaire d'une espèce particulièrement nombreuse et vulnérable, c'est-à-dire des prostituées.
Et à l'époque, bien qu'illégal, on n'arrivait pas à enrayer le problème de la prostitution. C'est presque à croire que la prohibition est une hypocrite utopie. Presque. Bref, une hypocrite utopie qu'on confie entre les mains de Sidney Story, qui était pas un lointain cousin d'Elvis. En fait, c'était quelqu'un qui siégeait au conseil de la ville et qui proposait d'encadrer la prostitution à défaut de pouvoir l'éradiquer. Il basait son idée sur les quartiers Red Light de l'Allemagne ou des Pays-Bas qui avaient fait leurs preuves. Le projet vit le jour 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 1897, sous le nom du District, un quadrilatère d'une quarantaine d'immeubles en bordure du fleuve Mississippi, délimité par les rues North Robertson, Iberville, Bassin et Saint-Louis Street, des rues régulièrement mentionnées dans des pièces de jazz. La proximité du fleuve, mais aussi du chemin de fer, amenait des voyageurs venus de partout, attirés par des motivations plus charnelles que musicales. À cette époque-là, la municipalité distribuait ce qu'on appelait le Blue Book, un livret de recommandations pour les locaux, pour les voyageurs ainsi que pour les prostituées, pour s'assurer du respect de la sécurité de la pratique au sein du district. Ça pourrait sembler étrange que le gouvernement municipal s'immisce dans ces pratiques illicites, et ça, c'est parce que ça l'était. En fait, le Blue Book, c'est avant tout une carte du quartier, pour reconnaître les hôtels de passe miteux et les luxueux bordels. Le Blue Book présentait aussi des endroits où se procurer des muggles, qui à l'époque n'avaient encore rien à voir avec Harry Potter. En fait, ce qu'on appelait des muggles, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui du weed. Wingardium Marijuana! Un des éléments très importants de l'histoire du jazz qu'on a tendance à oublier. On y retrouvait aussi les différentes catégories de prostituées. Et par catégorie, je veux évidemment faire référence à leur statut ethnique. En fait, à l'époque, les bordels offraient des prostituées blanches pour les clients les plus fortunés, ou bien des prostituées noires pour ceux qui devaient métaphoriquement se serrer la ceinture. Les hommes noirs, eux, n'étaient pas autorisés à y entrer, sauf pour y jouer du ragtime au piano. Bien que contesté au début, le district de M. Story, qu'on appelait maintenant Storyville, aura en quelque sorte fait ses preuves, parce qu'il permit de réduire considérablement dans le reste de la ville la prostitution et le trafic de substances illicites. Comme quoi les lois peuvent régler des problèmes, mais juste quand on les déplace. Malheureusement, Storyville aura tout de même une courte vie, le problème venant du Blue Book lui-même, qui s'avéra être plus proche de la publicité que du code civil. Plusieurs scandales de corruption furent dénoncés, la majorité des bars ou bordels appartenant partiellement ou majoritairement à des membres du conseil municipal, dont Sidney Story lui-même. En plus de ça, étant donné la nature illicite du quartier, les citoyens locaux, majoritairement des familles pauvres et descendantes d'esclaves, étaient peu reconnus, à un point où les naissances étaient même plus documentées ou même déclarées. Il y a donc toute une génération d'enfants qui n'existaient même pas aux yeux de la loi, même si de toute façon la loi n'était généralement pas de leur côté. Bref, après 20 ans de pratique suite au scandale et surtout avec la venue de la Première Guerre mondiale qui rendait inconcevable une épidémie d'ETSS parmi les troupes, le gouvernement fédéral américain illégalise définitivement la prostitution et le district de Storyville ferme officiellement ses portes de cow-boy, vous l'aurez deviné, en 1917. Fin de la parenthèse! Et puis, l'importance historique de Storyville ne s'étend évidemment pas qu'au vice, mais aussi au jazz. Même si vice et jazz sont un peu des vases communicants. En fait, plusieurs musiciens, parmi les figures emblématiques de la musique jazz, proviennent de ce district. Qu'on parle de Louis Armstrong, de Buddy Bolden, ou bien de celui qui, comme parmi tant d'autres, se proclamait l'inventeur du jazz, Jelly Roll Morton, un pianiste qui n'avait rien d'un virtuose, mais qui fut le premier arrangeur à faire ce qu'on appelle de la musique jazz. Et je dis bien arrangeur et non interprète, et à en publier des partitions. Des partitions reconnues à l'époque comme du ragtime, mais qu'on voit avec notre regard tétradimensionnel comme des pièces ayant pavé le chemin entre le ragtime et le jazz. Il vit le jour sous le nom de Ferdinand Joseph Lamotte à Storyville entre 1885 et 1890. Il n'y avait pas de certificat de naissance, alors c'est difficile d'être plus précis que ça.
Sa mère, Louise Monette, était ménagère, comme plusieurs mamans de Storyville, et son père, Édouard Martin Lamotte, était tromboniste de soir et bricoleur de jour, ce qui lui fut sûrement utile pour paver le chemin vers le jazz. Les deux parents étaient des descendants créoles ayant tous deux des racines africaines et françaises. Mais leur métissage remontait déjà de loin, ce qui fait que Ferdinand, un créole de 5e génération, avait le teint relativement pâle, ainsi qu'un large sourire et des cheveux très courts crépus, ce qui lui donnait l'apparence d'un excellent jeune Monsieur Burns. Excellent. Son père abandonne la famille alors que Ferdinand n'a que 3 ans et sa mère se remarie avec un homme nommé William Mouton. Il apprend le piano très jeune et à 9 ou 14 ans, parce qu'on ne sait pas son année de naissance, il commence à jouer régulièrement dans les bordels du district. Il joue d'abord majoritairement des succès populaires demandés par les prostituées et puis évolue rapidement jusqu'à improviser ses propres chansons grivoises en s'accompagnant au piano pour faire rire les clients. Il écope du nom de scène de Jelly Roll, qu'on pourrait traduire par un rouleau de gelée, mais qui à l'époque était un genre de slang afro-américain pour désigner les parties génitales féminines. On le connaît alors sous le nom de Jelly Roll Lamotte, et quand sa grand-mère, très religieuse avec qui il vit maintenant, apprend qu'il gagne si jeune sa vie de façon si vulgaire, elle le déshérite pour avoir sali le nom des Lamotte. Pour s'excuser et pour éviter la honte à sa famille, il adopte le nom de son beau-père, Mouton. Mais comme la majorité des Louisianais anglophones arrivent mal à le prononcer, il est aujourd'hui connu sous le nom de Jelly Roll Morton. Pendant ces années à répondre aux demandes spéciales des prostituées, il assimile plusieurs techniques pianistiques lui permettant de les jouer, notamment des éléments harmoniques de la musique blues, la tendance à alterner la main gauche entre la note de basse et le plaquage d'accords de la musique ragtime, et surtout une tendance intéressante que les fanfares qui sillonnaient les rues de la Nouvelle-Orléans avaient à syncoper les temps. Parenthèse! Je vous ai déjà parlé de ce que c'était qu'un métronome. Vous savez, l'outil qui sert à donner une pulsation régulière. Ce qui est important là-dedans, c'est aussi de comprendre qu'une pulsation rythmique, ça peut se diviser de façon à obtenir différentes valeurs de temps, représentées sur une portée par différentes figures rythmiques. Chaque figure rythmique représente un certain nombre de pulsations relatives à la signature rythmique du morceau. La signature rythmique, c'est la façon d'organiser dans le temps les notes de tous les instruments. Et ça représente le nombre de temps qu'il y a dans une mesure. La plus commune, c'est la mesure de 4/4, qui représente 4 quarts de note ou 4 temps de noir par mesure. En suivant le tempo du métronome, une mesure vaut donc une ronde ou une note pleine, 2 notes blanches ou une demi-note, 4 notes noires ou quart de note, 8 notes croches ou huitième de note, 16 double croches ou 16e de note, et ainsi de suite. Quand on parle de syncoper le temps, c'est en retardant légèrement la 2e croche de chaque temps de façon à donner une impression de lourdeur énergique à la musique. C'est cette figure rythmique toute simple qui est l'élément le plus important de l'histoire de la musique jazz. Après les Muggles, bien sûr. Fin de la parenthèse! Si la syncopation ou les swings sont si importants dans la pratique de la musique jazz, on peut donc considérer avec notre regard tétradimensionnel que toute musique qui swing pourrait faire partie de la grande famille de la musique jazz. Et considérant l'usage de la syncopation dans plusieurs de ses premières compositions, Morton affirmait avoir inventé le jazz en 1902. À une certaine époque de sa vie, il inscrivait même l'inventeur du jazz sur ses cartes d'affaires. En 1904, il débute la tournée des spectacles de ménestrel, une période de sa vie qui dura une dizaine d'années, dans laquelle il avait à peu près 2 seuls passe-temps, c'est-à-dire la composition de musique et le gambling. Oubliez pas qu'en 1904, il y a au minimum 14 ans, au maximum 19. Alors imaginez quel genre d'adulte ça va donner. Probablement le genre d'adulte qui a grandi dans un bordel. C'est pendant cette période qu'il compose beaucoup de ses compositions les plus influentes. Mais contrairement à The Original d'Excellent Jazz Band ou même à plusieurs autres groupes influents de cette période, il n'enregistrera que vers 1923, l'année de la séparation de The Original d'Excellent Jazz Band. Alors, en quoi on pourrait le considérer comme l'inventeur de la musique jazz?
Eh bien, une pièce musicale, avant d'être produite, ça doit être travaillé. C'est vrai aujourd'hui et ça l'était il y a 100 ans. Et puis, la musique étant un art démocratisé et relativement à la portée de tous, chaque musicien progresse selon son propre cheminement, se spécialisant dans certains cas comme des compositeurs de génie, comme des frontmen charismatiques ou dans d'autres cas, ils vont devenir des arrangeurs particulièrement efficaces. L'arrangement, c'est une des façons de travailler une pièce musicale. Pour faire un parallèle boiteux avec le milieu de la construction, eh bien, on pourrait considérer la charpente d'une maison comme l'équivalent de la composition, tandis que la finition serait un peu l'équivalent de l'arrangement. Et à une époque où la musique était principalement jouée sur scène, le travail de l'arrangeur était particulièrement important, par exemple, pour adapter certaines pièces musicales à différents ensembles. L'arrangeur, c'est un peu un nerd de la musique qui va savoir proposer des substitutions d'accords à une progression, dans certains cas pour la pimenter, dans d'autres cas pour nous arracher une larme. Dans un contexte de musique jazz, qui est tout de même un genre improvisé et de façon particulièrement chaotique à cette époque-là, l'arrangeur amène une structure à l'improvisation, sachant mettre les forces de chaque musicien au profit de l'équipe. Il amène aussi une forme d'harmonie dans les thèmes, en dictant aux mélodistes des mélodies parallèles. Un arrangeur peut prendre une composition banale et lui apporter le petit je ne sais quoi qui lui manque pour devenir un classique. Encore plus dans un genre émergent, comme c'était à ce moment-là le cas pour le jazz. Et puis, il s'adonne que si Jelly Roll Morton est un pianiste aussi important pour les débuts de la musique jazz, c'est vraiment pas pour son talent d'interprète, mais bien pour avoir été le tout premier à en être l'arrangeur. On en jazz après cette courte pause. Et puis, parlant d'arrangeur, en plus d'animer tout le monde en jazz, il s'adonne que je sois moi-même compositeur et arrangeur de formation ainsi qu'à mon compte. Donc, si vous êtes du genre à avoir besoin d'un jingle ou de musique pour un générique de quoi que ce soit, contactez-moi sur la page Facebook de Xavier et le Tremblay One Man Band. Pendant ces années sur le circuit des spectacles ménestrels, Jelly Roll Morton il va côtoyer plusieurs pianistes qui seront importants pour le stride. Le stride, c'est pas juste une gomme qui goûtait ridiculement longtemps, il y a genre 15 ans de ça déjà, là. C'est aussi un style pianistique associé au jazz qui sera populaire au courant des années 20. Morton lui-même était à ce moment-là encore considéré comme un pianiste ragtime, mais sa façon différente d'alterner sa main gauche en utilisant des intervalles musicaux peu communs dans le ragtime et sa façon de syncoper ou de swinguer les temps et surtout sa façon d'organiser la musique en sections permettant de bâtir un arrangement complexe autour d'un thème simple furent cités comme une influence directe par ses musiciens. Vers 1914, il s'installe à Chicago et c'est là qu'il commence à mettre sur papier les compositions qu'il avait jouées soir après soir sur les scènes ménestrelles. En 1915, avant même que La Rocca, Sweatman ou même King Keppard ne soient encore considérés comme pionniers par l'histoire, il publie sa première partition. Pour sa pièce Jelly Roll Blues, qui est rétrospectivement considérée comme la première composition de jazz à être publiée. Chacune de ses partitions à suivre grandissait sa popularité autant que sa richesse, et des rumeurs de criminalité commençaient déjà à le suivre. Faut comprendre que l'histoire du jazz est très proche de celle du racisme, et les autorités de l'époque n'aimaient pas trop voir un homme de couleur qui avait du succès. Les cas de profilage dans l'histoire de la musique jazz sont pas rares. On craignait particulièrement que le succès populaire d'un homme noir ne devienne un danger pour la virginité de leur fille blanche. Ayant grandi dans les bordels de Storyville, Morton était une cible particulièrement facile pour les rumeurs de proxénétisme. Faut dire qu'il cédait pas. À un certain moment, il y avait tellement d'argent qu'il s'était fait installer un diamant à la place d'une incisive. Une chirurgie totalement douchebag, même pour les années 1920. Il y avait aussi régulièrement 2 ou 3 filles autour de lui, mais considérant sa popularité, il est difficile de savoir s'il s'agissait de fans ou de prostituées. D'autant plus qu'il est difficile de dire jusqu'à quelle époque les deux catégories étaient la même bulle dans un diagramme de Venn. Vers 1926, près de 10 ans après le fameux enregistrement du Original Excellent Jazz Band, Morton est contacté par Victor Talking Machine pour quelques sessions d'enregistrement. Il lui propose de trouver des musiciens et de former un groupe en prévision de ces sessions. Il se met donc à la recherche de virtuoses, capables d'improvisation musicale, mais surtout prêts à suivre son style plus structuré. Il s'entoure de John Frusciante, Chad Smith,
Anthony Kiedis et finalement Michael Banzari, surnommé Flea, et nomme le groupe les Red Hot Chili Peppers. Attendez, là. Les Red Hot... Non, c'est les Red Hot Peppers. Excusez, j'ai dû mêler mes fiches. En tout cas, les Red Hot Peppers, c'était un groupe de 7 et parfois 8 musiciens que Morton formait strictement quand venait le temps d'enregistrer ses compositions. Il comptait parmi ses rangs, entre autres, le tromboniste Kid Ory, qui travaillera plus tard avec des géants du swing comme King Oliver ou bien Louis Armstrong. De 1926 à 1928, ils font 6 sessions d'enregistrement pour Victor Talking Machine, au cours desquelles ils enregistrent plusieurs pièces de Morton qui deviendront des standards pour petits ensembles. Parenthèse! Ça fait quelques fois que vous m'entendez employer le terme standard, et ce terme est adéquatement choisi. Alors, je crois qu'il est temps que je vous parle un peu de c'est quoi ça, les standards. Ce qu'on appelle un standard jazz, c'est un répertoire de morceaux jazz régulièrement repris au cours de son histoire. Bon, je vous ai déjà parlé du Memphis Blues de W.C. Handy, la première pièce de blues à avoir été publiée, et une pièce dont la structure a été si régulièrement reprise qu'elle est considérée comme le standard blues. Handy avait publié 2 ans plus tard son Saint Louis Blues, une pièce considérée comme un des premiers standards jazz. Donc une première pièce à transcender les époques en étant reprise par à peu près tout le monde. On la considère tellement comme un classique parmi les standards jazz que les jazzmen la surnomment le Hamlet du jazz. L'importance de ce répertoire, c'est que comme la musique jazz est une musique d'improvisation, dont la majorité des musiciens sont avant tout des interprètes, il est pratique de connaître des progressions d'accords typiques sur lesquelles on est à l'aise à improviser. Chaque différente progression d'accords sollicite l'usage de différentes gammes avec lesquelles le musicien peut travailler pour pouvoir improviser. Au fil des décennies, on verra de plus en plus de pièces devenir des standards. Et comme le jazz sera en perpétuelle évolution, il ne sera pas très long avant de voir apparaître ce qu'on appelle les lead sheets, ou feuilles directrices, qui est en quelque sorte une version simplifiée de la partition que l'arrangeur peut avoir griffonnée sur le coin d'un bar quelques minutes seulement avant d'entrer sur scène. L'essentiel s'y trouve, c'est-à-dire la mélodie du thème et la progression d'accords pour l'accompagner. Pour un musicien expérimenté, c'est déjà beaucoup plus qu'assez. L'idée, c'est de simplifier la partition. Premièrement, pour utiliser le moins de papier possible, le tout doit entrer sur une feuille, ça évite de les mélanger. Deuxièmement, pour laisser libre cours à l'improvisation du musicien en lui donnant que des balises au lieu d'un sentier déjà défini. Troisièmement, comme certains instruments, comme la majorité des cuivres, sont des instruments transposés, c'est-à-dire dont la note entendue n'est pas celle lue. Et ouais, c'est bizarre un peu. Il faut prendre en compte un certain calcul quand on transpose une partition pour un instrument ou un autre. L'utilisation du lead sheet rend cette transcription beaucoup plus rapide. De nos jours, il existe tellement de pièces considérées comme des standards jazz qu'ils ont été depuis longtemps édités dans une série de livres qu'on appelle le Real Book, qui est rien de moins que la Bible de l'interprète jazz. On y trouve plus d'une centaine de feuilles directrices des standards les plus couramment joués. Le Real Book est même disponible en version transposée pour chaque instrument pour éviter les maux de tête à l'arrangeur. Ce qui fait d'un musicien jazz un bon interprète, c'est surtout sa maîtrise du Real Book et de sa capacité à improviser sur un grand nombre de ses standards. Plus un musicien connaît de standards, plus il va être efficace à jouer avec des musiciens rapidement, sans avoir à préparer un spectacle pendant des semaines avant, à condition que ces musiciens connaissent les mêmes standards. Fin de la parenthèse! Si je profite de cet épisode pour parler des standards jazz, c'est qu'en tant que premier arrangeur de l'histoire, Morton est en quelque sorte l'inventeur de ce système de standardisation. Le créateur de plusieurs des premiers standards est donc un des premiers à avoir un réel impact observable par notre regard historique. Vers 1930, il déménage à New York, une ville devenue plus importante que Chicago pour la scène musicale, avec l'intention de continuer à enregistrer pour Victor Talking Machine, avec qui les arrangements étaient assez équitables. Malheureusement, sa musique commençait à être vue comme dépassée et il avait du mal à trouver des musiciens qui le jugent maintenant un peu rétro. N'empêche, avec le temps, il avait acquis un énorme respect chez les musiciens de sa ville natale et certains d'entre eux avaient aussi déménagé à New York. Il refonde donc ses Red Hot Peppers avec entre autres le guitariste Dave Navarro qui... Non.
Il refonde ses Red Hot Peppers avec le clarinettiste George Baquet, qui avait maintenant plus de 15 ans plus tôt fait partie du Original Creole Orchestra de Freddie King Shepherd. Il y avait aussi avec eux Sidney Bechet, une légende du saxophone qui sera le premier à vraiment exploiter cet instrument en tant que soliste. Et aussi un des trois Tio, un trio de clarinettistes un peu mêlant mais influent sur toute une génération, alors je vous les démêlerai probablement bientôt. Ce nouveau groupe était musicalement beaucoup plus solide que son précédent, mais malheureusement, le talent n'est pas tout dans le succès d'une œuvre, et les enregistrements produits à New York furent à peu près tous des échecs. En partie à cause de l'évolution de la musique jazz, qui était déjà très loin du ragtime qui l'avait originalement influencé, mais surtout à cause du crash boursier de 1929, qui avait des grandes répercussions sur l'économie. Victor ne renouvellera pas le contrat de Martin et avec la difficulté de trouver de l'emploi, il se trouve dans une situation économique assez précaire. Bref, comme tous les musiciens. En 1934, il anime sa propre émission de radio, mais quitte rapidement pour rejoindre une tournée burlesque. Il était devenu une véritable caricature de lui-même. L'année suivante, sa pièce King Porter's Stomp, qu'il avait écrit plus de 30 ans auparavant et qui avait majoritairement été oubliée par le grand public, mais pas par des musiciens originaires de Storyville, est reprise par nul autre que le futur roi du swing, Benny Goodman, et devient son premier hit majeur. Ça devient en fait un succès mondial qui propulse Benny Goodman au sommet. Mais comme la pièce avait été originalement publiée en partition, elle était considérée comme un standard chez les jazzmen de la Nouvelle-Orléans. Et comme elle avait été réarrangée, Martin ne reçut aucune redevance sur la pièce. Il tente donc de refaire sa vie et déménage à Washington, D.C., où il travaille comme gérant dans un bar-spectacle d'un arrondissement majoritairement afro-américain. L'établissement changea souvent d'administration, portant le nom de Music Box, de Blue Moon Inn ou bien Jungle Inn. Martin aura des tâches de barman, de portier, mais surtout de maître de cérémonie, qui le mettaient en position de décider quels artistes allaient s'y produire. Il y avait aussi la possibilité d'y jouer du piano en solo pour les clients à tout moment. Ce qui n'est pas sans rappeler son enfance à Storyville. Il était à ce moment-là dans une belle situation musicalement et pendant sa résidence à cet établissement, il fait une rencontre importante pour sa mémoire. Un musicien folk en tournée nommé Alan Lomax, le fils de Joe Lomax, un collectionneur folkloriste qui se passionnait pour la préservation de la culture. Les deux Lomax furent même, à tour de rôle, directeurs du bureau des archives folkloriques à la Bibliothèque du Congrès américain. Une position importante pour légitimiser les apports historiques d'un musicien du calibre de Martin. En 1938, il enregistre même une session de 8 heures avec Alan Lomax, au cours desquelles il interprète plusieurs de ses compositions, des différentes variations qu'elle pouvait avoir connues au cours des années, en expliquant les motivations derrière ces changements. Il parle aussi beaucoup de son enfance et de ses débuts, clamant être né en 1885 et non en 1890. Mais malgré tout, Lomax sentait qu'il n'avait pas l'air tout à fait confiant dans ses affirmations. Peut-être parce qu'il savait qu'un enfant qui joue du piano dans un bordel à 9 ans, c'est juste un petit peu moins choquant qu'à 14. Peut-être parce qu'il aurait été trop jeune pour avoir inventé le jazz en 1902 s'il était né en 1890. Ou peut-être simplement parce qu'il avait absolument aucune idée lui-même de l'année de sa naissance, étant donné que, il a été élevé par des prostituées. Pendant longtemps, certaines des chansons écrites pendant qu'il jouait dans les bordels avaient été coupées de l'enregistrement parce qu'elles avaient été jugées trop vulgaires. Mais heureusement, elles avaient été archivées par la Bibliothèque du Congrès et aujourd'hui, l'intégralité de l'enregistrement est disponible sur Spotify. Martin y raconte entre autres qu'il a connu personnellement Buddy Bolden, celui qui est considéré comme le père du jazz de la Nouvelle-Orléans. Mais selon lui, Bolden jouait plutôt du ragtime, un genre tellement proche qu'on sait toujours pas où il arrête et où le jazz commence. Il racontait aussi que Buddy Bolden détestait particulièrement la police, à un point tel qu'à un moment donné, il a volé une montgolfière pour aller jouer très fort au-dessus du poste de police de la Nouvelle-Orléans. Cet enregistrement est important parce qu'il deviendra en quelque sorte ses dernières mémoires. Quelque temps plus tard, la même année, alors que cette entrevue aurait bien pu faire revivre sa carrière, l'établissement pour lequel il travaillait connaissait une période plus difficile et la nouvelle propriétaire pointait du doigt la mauvaise gestion de Martin.
Selon des proches de Martin, le problème était plutôt que la propriétaire du bar avait tendance à laisser ses amis entrer sans payer au spectacle, en plus de leur payer toute consommation complètement gratuitement. En tant que gérant, il décida d'être plus ferme sur ses écarts et un soir, un client qui était un ami de la propriétaire n'acceptait pas de se faire dire non. Il s'ensuivit une bagarre violente et Martin, en tant que gérant et portier, avait tous les droits de le sortir. Il fut malheureusement poignardé par le client et se présenta à l'hôpital le plus proche avec des blessures à la poitrine et à la tête. Malheureusement, je vous rappelle qu'on était en 1938 et que cette année-là était particulièrement raciste, tant aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde. On lui avise qu'il s'agit d'un hôpital pour blancs seulement. Et en tant que créole de 5e génération, il n'était pas assez blanc pour qu'on daigne le soigner. Il se déplace donc jusque dans un hôpital noir où les spécialistes sont légèrement moins spécialistes et où l'équipement est probablement usagé. On se contente de le soigner en mettant un sac de glace sur la plaie qui ne cicatrisera jamais vraiment très bien. Il passera 3 ans à être particulièrement malade, sujet à des bronchites chroniques, probablement causées par sa blessure infectée. Il va d'abord être hospitalisé pendant 3 mois à New York et puis après être remis sur pied, il voyage jusqu'à Los Angeles pour repartir sa carrière encore une fois. Le voyage l'affaiblit beaucoup et en arrivant là-bas, il est encore une fois hospitalisé pour des problèmes respiratoires. Il y décède 11 jours plus tard, le 10 juillet 1941, à l'âge de 51 ou 56 ans. Très loin, tant dans l'espace que dans le temps, du district de Storyville qu'il l'aura vu grandir. Alors, est-ce qu'on peut dire que Jelly Roll Morton a inventé le jazz? Non, je crois pas, mais c'est définitivement pas la rocka non plus. L'élaboration d'un genre musical, c'est trop complexe pour être associé à une seule personne. Bon, peut-être à part pour Miles Davis, à qui on attribue au moins 3 différents mouvements majeurs pour l'histoire de la musique jazz, mais bon, ça sera pour plus tard. Donc, si la rocka est reconnue comme le premier à enregistrer le jazz, il lui a peut-être plutôt donné une esthétique, voire même une attitude qui y sera par la suite associée. À défaut de l'avoir inventé, il l'a sans doute popularisé. Par contre, avant lui, Jelly Roll Morton, en tant que probable premier arrangeur et en tant que premier à en publier les partitions, peut être considéré comme le détenteur des brevets des premiers prototypes, un personnage important dans l'élaboration d'un mouvement qui, à ce moment-là, était imprévisible. Même s'il était à certains moments de sa vie méprisé dans l'opinion publique, c'était surtout pour des raisons beaucoup plus complexes qu'une appartenance possible au milieu du crime. Rumeur très fréquente à l'époque en réaction au succès d'un homme de couleur. L'Amérique traversa pendant la vie de Morton l'époque de la prohibition, un élément important dans l'histoire de la guerre contre la drogue, et comme ce sera le cas pour beaucoup d'autres jazzmen au courant du siècle, la simple possession de muggles sera assez pour en détruire la réputation. Mais ça, vous comprendrez que ce sera beaucoup d'autres histoires pour plus tard. Et puis pour l'histoire en tant qu'observation tétradimensionnelle, elle est malheureusement trop complexe pour être comprise par des êtres tridimensionnels comme nous. C'est pour ça que la seule façon de bien l'observer, c'est par période et par région, dans un désordre spatio-temporellement contrôlé et présenté de façon linéaire. Un peu à l'image de Morton, qui a non pas construit, mais sans doute pavé le chemin du ragtime vers le jazz, ou à l'image de son père, qui pavait littéralement des chemins. Son histoire est en elle-même une pierre parmi toutes les autres le long du chemin parfois rocailleux qu'est l'histoire de la musique jazz. Mon nom est Xavier Tremblay et vous le savez peut-être pas, mais dans chaque description d'épisode se trouve un lien vers une playlist Spotify qui a été conçue pour cet épisode-là. Je vous invite à aller faire un tour là-dessus parce que des fois, il peut y avoir des super belles surprises. En attendant, je vous invite à partager l'épisode pour que tout le monde en jazz.